Bonjour, je m'appelle Mark Downs. Je me trouve ici en Angleterre, près de la ville de Leicester, sur un étang de pêche très populaire. C'est un étang artificiel typique et il y en a de plus en plus de ce genre en ce moment un peu partout. C'est idéal pour se perfectionner dans les techniques de pêche parce qu'ils sont remplis de poissons jusqu'à ras-bord. Celui-ci se compose en fait de 5 bassins, pleins de carpes, de gardons et de tanches, et le propriétaire m'a confié qu'il y a même quelques barbeaux. On ne peut pas rêver mieux pour s'entraîner. Et aujourd'hui, précisément, on va voir différentes manières de pêcher à la grande canne. Vous avez sans doute remarqué comme moi que ce type de pêche a fait d'immenses progrès, et nous allons examiner des techniques plus élaborées qui sont apparues depuis quelque temps. Sans plus attendre, je vous propose d'examiner le matériel et nous pourrons essayer de prendre quelques poissons. Pour un pêcheur de concours, je ne prends avec moi en général que peu de cannes. Aujourd'hui, j'en ai sans doute 10 de trop. Mais tout d'abord, je vais vous montrer les longues cannes. J'ai ici 2 types de longues cannes très différentes. La canne que j'utilise le plus souvent, c'est une Browning World Champion. C'est une canne de 12 mètres, mais avec les rallonges, elle peut atteindre 14 mètres de long. Elle est en fait assez rigide, mais c'est aussi une canne légère, ce qui me permet de pêcher sur la rive opposée d'un canal, à 13 ou 14 mètres, sans aucun problème. Elle est idéale pour des poissons de 100 ou 150 grammes, mais pour être honnête, pour des pièces plus lourdes, des gros poissons, des carpes de 2 ou 3 livres, il faut quelque chose de plus solide. Mais pour pêcher longtemps, 4 ou 5 heures, on ne peut pas rêver mieux. Donc pour prendre des pièces plus lourdes, j'utilise une canne nettement plus robuste. Celle-là est aussi une Browning, mais elle est en titane spiralé. Et celle-ci, je l'ai déjà depuis 4 ou 5 ans. Ces cannes sont très résistantes, très solides et très puissantes. À l'heure actuelle, elles sont pratiquement aussi légères que la première Browning que je vous ai montrée, mais elles sont plus indiquées pour les grosses pièces. Vous êtes certain de ne pas risquer de les casser. Le problème avec des cannes comme ça, c'est qu'elles ne mesurent pas plus de 12 mètres et demi. Et sur beaucoup de canaux où je pêche, elles n'atteignent pas l'autre rive. Mais aujourd'hui, je vais utiliser l'une et l'autre de ces cannes. Dans ce sac, je transporte toutes mes cannes courtes. Mais pour pêcher près de la rive, en fonction des conditions, il faut utiliser des cannes très diverses. Je crois que j'en ai là à peu près une dizaine de cannes. Ah, en plein dans l'amorce. Vous voyez que j'ai là des cannes d'à peu près tous les diamètres. En voici une très courte. C'est une Browning Profile, de 3 mètres de long, entièrement télescopique. Elle est parfaite pour pêcher tout près et elle a une action assez souple. Elle est idéale pour les petits poissons de 60 ou 100 grammes, mais pas pour les plus gros. Elle est trop raide en partie centrale. Si on accroche un poisson plus lourd, on risque d'avoir de la casse. Et ensuite, encore une télescopique, une canne télescopique de 6 mètres. Entièrement télescopique aussi, je la déploie. Elle mesure 6 mètres de longueur. Et vous remarquez qu'elle a une action beaucoup plus souple que l'autre. Elle est parfaite pour des poissons de 100 à 150 grammes. On peut même pêcher des pièces de 300 ou 350 grammes avec, mais il faut alors utiliser un élastique pour absorber les chocs. Et moi, j'utilise très rarement un élastique sur les cannes courtes comme celle-ci. Une canne courte que l'on utilise beaucoup aujourd'hui, c'est une canne à emmanchement et télescopique sur les derniers brins. Elle est parfaite pour pêcher très près, mais si on accroche un poisson assez gros et qu'il veuille prendre de la ligne, alors on peut utiliser l'autre partie. Celle-ci est une Dame Telesmatcher. Elle est télescopique pour les 2 premiers mètres. Comme ça, elle est parfaite pour pêcher près de la rive de petits poissons. Mais si on veut placer l'hameçon un peu plus loin, il suffit simplement de monter un autre élément, et voilà. Et si on veut pêcher encore plus loin, à 3 mètres et demi du bord, on monte encore un autre brin,
et c'est bon. Sur ce modèle, il y a des demi-éléments qui permettent de pêcher à 3 mètres, 3 mètres et demi ou à 4 mètres. C'est une canne que j'ai déjà depuis quelques années et je ne voudrais pour rien au monde m'en séparer. Je l'utilise énormément en canal, mais probablement pas aujourd'hui. Mais de plus, elle n'est pas chère du tout, ce qui est aussi un argument non négligeable. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui je vais surtout pêcher à la grande canne, essentiellement avec ma World Champion. C'est une canne à emmanchement, ce qui signifie tout simplement que les brins s'emboîtent. Et sur ce modèle à emmanchement inversé, le brin qui a le plus gros diamètre vient coiffer le brin le plus fin. C'est idéal pour déboîter très rapidement, et si on travaille un gros poisson, on peut emboîter aussi très vite, et déboîter dans le même mouvement s'il revient vers la berge. Ma canne en titane, quant à elle, c'est aussi une canne à déboîtement comme l'autre. Mais cette fois, c'est le brin le plus fin qui rentre dans le plus gros. En fait, ce type d'emboîtement donne une canne plus robuste. Mais c'est un peu plus difficile d'emboîter les éléments et aussi de les déboîter. Ça ne donne pas des cannes aussi pratiques, ni aussi efficaces que les autres. Mais elles sont beaucoup plus solides et très résistantes. Bien entendu, sur toutes les cannes, le brin qui travaille, c'est le sion. Et il faut que nous examinions en détail comment on monte l'élastique sur les longues cannes. Ici, j'ai une sélection de sions. Je vais les sortir. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et vous remarquerez que les élastiques amortisseurs ont des diamètres différents. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, étant donné la perfection croissante des lignes de pêche, la résistance de l'élastique doit correspondre à celle de la ligne utilisée et à celle de l'hameçon. Par exemple, je prends le plus gros, celui à l'extrémité jaune. Il peut supporter jusqu'à un plomb numéro 6 ou numéro 7. C'est un élastique très solide. Et il n'est pas question de l'utiliser avec des lignes fines de 5 centièmes pour la bonne raison que lorsqu'on a une touche et qu'il y a un départ du poisson, la tension sur l'élastique peut facilement entraîner la rupture du bas de ligne. Ce type de gros élastique convient pour des bas de ligne de 8, 10 et même 12 centièmes. Cela signifie qu'il est parfait pour aujourd'hui parce que j'espère qu'on va voir quelques belles carpes. Et à l'autre extrémité, j'ai ici un élastique très fin qui doit être un numéro 1 ou un numéro 2. Les élastiques que j'utilise sont les nouveaux Innovation de Pressman. Et je les apprécie parce qu'ils sont de différentes couleurs. Ce n'est pas vraiment marrant de prendre un sion, de tirer un élastique blanc, de se demander quel est son numéro. Puis d'en prendre un autre, de tirer un élastique de la même couleur et d'essayer de distinguer la différence de diamètre. Là, chaque diamètre a sa couleur et donc pas de problème. Je crois que pour cette marque, le violet le plus fin et le noir le plus gros. On les monte tous de la même manière. Il y a ici l'attache de l'élastique à la ligne. Tout le monde l'utilise aujourd'hui. Et ensuite, il y a le sleeve, c'est ce manchon de nylon. Selon le cas, il se place à l'intérieur ou à l'extérieur de l'extrémité de la canne. Il évite l'abrasion de l'élastique à la sortie du sion. Et à l'autre bout du sion, il y a la butée, qui évite que l'élastique ne se décroche et ne remonte dans le sion. Mais je vais vous montrer tout ça plus en détail pour vous expliquer comment monter l'élastique sur votre canne. Bon, je vais commencer par mettre les appâts de côté.
Bien. De quoi a-t-on besoin pour monter un élastique sur le sion d'une canne? Il faut toujours avoir avec soi les accessoires. Moi, je les apporte systématiquement parce que la casse est toujours possible et que ça me permet de ne pas perdre de temps. Bien sûr, il faut d'abord les élastiques. Comme je disais tout à l'heure, ils sont de couleurs différentes. Les voici. Ici, c'est le plus fin, le violet. Et selon les diamètres croissants, voici le rouge, le vert, l'orange. Je dois voir le jaune quelque part. Ben non, je ne l'ai pas pris. Et le noir. Pour choisir le diamètre, il faut tenir compte de deux données. D'abord, il doit être adapté à la grosseur des poissons que vous recherchez. Pas question de monter un de ces élastiques très fins pour prendre une pièce de 400 ou 500 grammes. Parce que le poisson, il va tout tirer et qu'il vous faudra bien un quart d'heure pour commencer à le contrôler. Si vous espérez des poissons de plus de 300 grammes, il est préférable de choisir par exemple l'orange ou peut-être le bleu ou le jaune. Là, je vais utiliser le bleu et je vais le faire passer dans les deux derniers brins de la canne. Je préfère un montage de ce type avec deux éléments de la canne parce que si par hasard j'accroche un poisson d'1 kilo et qu'il veuille tirer jusqu'à 9 mètres d'élastique, ça vous étonne sans doute étant donné que la longueur des deux éléments est sans doute d'1,20 m ou d'1,50 m, mais l'élastique va s'étirer jusqu'à 9 mètres et ça va me permettre d'avoir le contrôle sur ce poisson. Commençons par le commencement. Nous avons deux éléments de la canne. D'abord, le sion lui-même. Ici, c'est un sion à sleeve intérieur, avec un sleeve de nylon très très fin. Le diamètre interne est normalisé pour que le sleeve s'adapte parfaitement. Et ça évite que l'élastique ne frotte sur l'extrémité en carbone de la canne. Il est en place. Ensuite, l'élastique. On va donc utiliser l'élastique bleu. Il faut d'abord s'assurer qu'il y en a assez long. À l'extrémité de l'élastique, on fixe l'attache. C'est très simple. Il y a le sleeve en plastique qu'il faut d'abord enfiler sur la ligne. On passe ensuite l'élastique sur le petit œillet de l'attache. On fait un petit nœud, on tire pour serrer le nœud et on pousse le sleeve sur l'extrémité. Le corps de ligne vient se fixer sur le crochet, ici, et on ramène le second sleeve pour le bloquer en place. Alors maintenant, comment faire passer l'élastique dans les brins? Je vais poser ça pour le moment. Il faut avoir cet accessoire. C'est très important. C'est un passe-élastique. C'est tout simplement un long fil de cuivre galvanisé. En fait, quand l'intérieur de la canne est sec, il n'y a pas de problème. C'est très facile de passer l'élastique. Mais quand il est humide ou mouillé, c'est-à-dire après qu'on ait déjà pêché, il faut absolument quelque chose pour tirer l'élastique à l'intérieur des brins. D'où l'intérêt du fil métallique. Il faut le dérouler. Un long fil de métal avec à l'extrémité une très petite boucle. Il en existe avec un petit œillet à l'extrémité qui permet d'attacher facilement l'élastique. Mais aujourd'hui, j'ai que celui-ci qui convient d'ailleurs parfaitement. On prend le premier brin de la canne et on enfile le fil métallique, le passe élastique dans le sion. Voilà, il est sorti. On remet le sleeve en place. Et ensuite, il faut passer l'élastique dans la boucle du fil métallique. C'est pas facile, surtout quand il y a du vent. Ça, c'est le genre de travail qu'il faut faire si possible à la maison, comme ça. J'en tire davantage
Attention de ne pas en mêler. Et ensuite, on tire le fil métallique dans le sion. Et voilà l'élastique. C'est très facile. Il faut tirer un peu, comme ça. Et ensuite, on passe... Et on passe le fil métallique dans le deuxième brin de la canne. Voilà, comme ça. Là, l'extrémité du fil doit être un peu abîmée, et c'est pour ça que ça passe mal. Voilà, ça va y être. Voilà. Et on tire encore l'élastique à l'intérieur du brin. Il faut y aller doucement, et placer les deux brins en position. Je tire, en conservant les deux brins l'un contre l'autre, comme ça. On tire l'élastique tout doucement, voilà. Et maintenant, l'élastique passe dans les deux éléments de la canne. Là, il faut faire attention. Il faut éviter que l'élastique ne se rétracte dans la canne. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est placer un arrêt à l'extrémité de cet élément pour éviter que l'élastique ne se rétracte. J'utilise des arrêts de la marque Uni. Ils ont l'aspect d'un cône très allongé et il faut simplement attacher l'élastique au bout de l'arrêt, puis enfoncer celui-ci et ensuite recouper à la bonne longueur. Mais là, il faut faire très attention. Si on recoupe trop long, l'arrêt ne va pas s'enfoncer suffisamment dans le brin. Et ensuite, quand on emboîte l'autre élément de la canne, on force l'arrêt à l'intérieur et on risque de faire éclater le brin. Il faut donc se montrer très prudent. Voilà celui que j'utilise pour cette canne. Il est déjà coupé à la bonne longueur. Vous voyez par rapport à l'autre ce que j'ai coupé. Mais j'ai pas mal coupé. Donc, maintenant, il faut attacher l'arrêt, un simple nœud, à l'extrémité de l'élastique. Je coupe l'excès avec les dents et je le rentre dans le brin. Comme vous voyez, c'est trop lâche, mais en fait, je l'ai fait exprès. La saison dernière, j'ai eu une longue conversation avec Matt Eddy, qui pêche pour Highfield. Il m'a montré une nouveauté mise assez récemment sur le marché. Ça s'appelle un tendeur. On le place sur l'élastique un peu avant l'arrêt. Et on enroule l'élastique autour du tendeur, comme ça, autant qu'on veut. Et quand on tire, l'élastique vient se loger dans les deux crochets du tendeur. Cela permet d'ajuster la tension de l'élastique avec beaucoup de précision. Je regarde à l'autre bout. Là, vous voyez, ce n'est pas encore assez tendu. Il faut tout simplement ressortir le tendeur, enrouler un peu plus l'élastique, le remettre en place, et maintenant c'est parfait. Vous remarquez aussi qu'il y a encore une bonne longueur d'élastique après l'arrêt. Une fois que vous avez réglé la tension, il faut recouper pour qu'il n'en sorte plus que 5 cm environ. Comme ça, ça permet, si nécessaire, d'avoir une petite réserve pour ajuster la tension. Et quand on monte l'élément suivant de la canne, mais ça ne gêne pas. Voilà, comme ça. Et c'est tout pour ce montage.
En fait, dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de faire passer l'élastique dans les deux brins. Et ici d'ailleurs, j'ai plusieurs montages avec l'élastique passant uniquement dans le sion. Où sont-ils? Ah, voilà. Alors bien sûr, ils sont montés exactement de la même manière avec l'attache. Là, il s'agit d'un sion à sleeve extérieur. Il vient s'adapter sur l'extrémité, sur le bout en carbone. Ça permet d'avoir ici une partie beaucoup plus fine. Et donc, au lieu de passer dans les deux brins, l'élastique ne passe que dans un. Et dans ce cas particulier, j'ai modifié le tendeur pour qu'il vienne se loger à l'intérieur du sion. Là, comme ça. C'est exactement le même système, mais au lieu d'utiliser l'arrêt, c'est le tendeur qui en fait office. C'est simple comme bonjour. Bon, eh bien on a vu les cannes suffisamment en détail, et on peut maintenant jeter un coup d'œil au montage que je vais utiliser aujourd'hui. Je range tout ça dans la boîte. Vous pouvez voir que j'ai ici pas mal de lignes montées. Et les montages que je vais utiliser, je vais en prendre 3. Un, 2, et un autre un peu plus lourd. 3. Vous voyez que ces lignes sont toutes enroulées sur des bobines. Et là, j'ai 3 flotteurs très simples. Ce petit que j'appelle Dobber, c'est un flotteur très simple. Il peut être fait d'un petit morceau de plume de paon, d'un petit morceau de balsa, avec une aiguille ou un morceau de fil métallique comme antenne. Il est aplati à l'extrémité et on va l'examiner de plus près. Il y a un œillet à environ 1 cm de l'extrémité. Il est très simple mais très efficace. Surtout pour prendre du poisson près de la surface ou à la descente. Et notamment les carpes, et j'espère qu'on en verra quelques-unes aujourd'hui. La plombée aussi est très simple. Mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. À partir du flotteur, on va pêcher à environ 1 mètre de profondeur. Et je n'ai monté en fait que 3 ou 4 plombs numéro 9, répartis régulièrement jusqu'à l'hameçon. Et cet hameçon-là, c'est un numéro 20. Un hameçon à ardillon, B520, idéal pour ce type de pêche, parce qu'il est parfait pour piquer un asticot. L'ardillon est très très fin et ne blesse pas la gueule du poisson. Et en outre, on peut aussi piquer dessus un caster. Et si par hasard on accroche une grosse pièce, il est assez solide pour répondre à toutes les éventualités. Le second flotteur que je vais utiliser, il pèse 0,3 g. Ceci, il est déjà monté. Alors je retourne la canne. Je l'utilise pour pêcher sur le fond. Ici, sur ce coup, la profondeur doit être de 1,80 m ou 2 mètres. Ce flotteur est de marque Tubertini. Il a une antenne en carbone, un corps de balsa, et il était orange à l'extrémité. Il n'est plus parce que, étant donné la lumière aujourd'hui, je l'ai repassé au feutre noir. Là, sur la ligne, juste au-dessous du flotteur, j'ai 2 petites bagues. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, il y a une antenne en carbone.
ce type d'antenne, c'est ce qu'il y a de mieux pour prendre les poissons à la descente, parce que le flotteur va s'enfoncer dans l'eau plus lentement. Et quand on aura vu la plombée que j'utilise, vous comprendrez pourquoi j'ai monté une antenne en carbone. La plombée est très simple. 4 ou 5 petits plombs numéro 9, environ 60 cm au-dessus de l'hameçon. Un plomb numéro 9 et un plomb numéro 10 à une vingtaine de centimètres de l'hameçon. Vous avez remarqué que j'utilise des cendrés. Vous allez comprendre pourquoi. S'il se trouve que tout d'un coup le poisson remonte parce que j'ai lancé des appâts en amorce, il vaudrait mieux essayer de les prendre à la descente plutôt que de m'entêter à pêcher sur le fond. Il me suffit alors tout simplement d'espacer les plombs. C'est quand même plus simple que d'être obligé de démonter une olivette pour remonter de la cendrée. Autant en mettre dès le début, d'abord en les groupant. Le résultat est le même. Certains préfèrent utiliser les plombs style, ça c'est le choix de chacun. Moi le plus souvent j'utilise la cendrée et jusqu'ici je m'en trouve bien. Le troisième montage que j'utilise, je dois l'avoir ici, je vérifie. Je crois que c'est celui-ci. Étant donné les conditions aujourd'hui pour pêcher près de la rive, si toutefois le cas se présente, j'utiliserai probablement ce flotteur. Il est de marque Cassini, même s'il est probablement un peu différent des Cassini que vous trouvez en boutique parce que je l'ai peint. Normalement, il est blanc. Celui-ci, je ne l'ai pas peint. Je le préfère en noir. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pêche avec un flotteur blanc, je le distingue très bien sur l'eau, et quand il s'enfonce, je ne vois pas la touche, et c'est le poisson que je perds. C'est pour ça que je préfère les peindre en noir. Ce flotteur porte 4 plombs style numéro 4. Et là, comme pour celui de 0,3 g de tout à l'heure, j'ai utilisé les plombs fendus, en les espaçant, parce que c'est mieux pour pêcher à la descente près de la rive. On le montrera sur la canne un peu plus tard. Mais avant de commencer à pêcher, on va examiner les appâts. Bien, les appâts que j'utilise aujourd'hui, c'est très simple. D'abord, c'est bons vieux asticots. Il n'y a rien de mieux. C'est lèche universelle des concours. Vous remarquerez que ces asticots sont presque tous couleur bronze, mais il y en a aussi un peu de rouge. Les asticots rouges sont de plus en plus recherchés, et Dieu sait pourquoi, on dirait que les poissons les apprécient de plus en plus eux aussi. Dans les petits étangs, j'ai remarqué qu'ils donnent de très bons résultats avec les carpes. J'espère qu'ils vont nous attirer quelques belles pièces aujourd'hui. Les casters. Comme vous le savez, avant de devenir une mouche, l'asticot passe par le stade du caster. J'aime beaucoup introduire dans l'amorce un peu de caster. C'est ce que je vais faire aujourd'hui pour l'amorçage initial. Je vais mettre une bonne quantité de caster dans l'amorce avant de l'envoyer. Un peu de pinky. Dans certains étangs que je connais, les carpes raffolent littéralement des pinky. Je pense notamment à un étang où les pêcheurs ont l'habitude d'amorcer avec des pinky. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais j'en ai tout de même apporté au cas où. Il arrive parfois qu'on obtienne de bons résultats en remplaçant l'asticot et le caster par un bouquet de 2 pinky. Et bien entendu, le chenvi. C'est l'un des appâts les moins chers que l'on puisse trouver, et ça compte aussi bien sûr. Et ça marche très bien pour la carpe. Une bonne quantité de chenvi sur le fond, et vous êtes presque certain de voir les bulles des carpes toute la journée sur le coup. Pour le faire cuire, c'est très facile. Vous l'achetez donc cru, vous le jetez dans l'eau froide, faites bouillir, laissez cuire 20 à 25 minutes, vous égouttez dans la passoire et c'est prêt. Le chenvi coule vite dans l'eau, il reste sur le fond, c'est un appât très polyvalent. Et pour lier tout ça, un peu d'amorce en farine. Le mélange que j'utilise aujourd'hui n'a rien de très particulier.
Les trois quarts, c'est du Sansas Cloud 3000. C'est une bonne amorce, bien que ce soit un peu fin, surtout si l'on veut amorcer sur le fond. Aussi, pour le rendre un peu plus lourd, j'ai ajouté environ un quart de River. C'est une poudre un peu plus collante qui donne une bonne cohésion à l'amorce. Avec cette composition, on peut préparer l'amorce de deux manières. Là, j'ai simplement ajouté un peu d'eau et je fais une boulette en serrant. Et la boulette coule assez rapidement. Mais on pourrait aussi ajouter davantage d'eau pour noyer la poudre. Comme ça, quand on l'envoie dans l'eau, ça fait un nuage en surface et ça permet de faire monter le poisson près de la surface. C'est une bonne amorce polyvalente, facile à préparer, ça ne fait pas de pâte gluante. Et avec de très nombreux produits, quand on mélange, on a beaucoup de grumeaux. Là, avec ces poudres, pourvu qu'on ajoute l'eau graduellement, ça reste homogène, il n'y a pas de grumeaux. Voilà. Bon, eh bien, ça suffit comme ça pour la théorie. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, on est presque prêt. Mais une chose que je fais toujours d'abord, avec un peu de chance, on va voir l'élastique se tendre au maximum. Et je vais donc passer un peu de lubrifiant sur l'élastique. On a toujours intérêt à ce que l'intérieur de la canne soit le plus propre possible. Mais malgré tout, il n'est pas rare qu'il y ait un peu de sable. Et lorsque l'élastique se tend au maximum, il arrive qu'il ne se rétracte pas parfaitement dans la canne. C'est pourquoi un peu de lubrifiant, ça facilite les choses. J'ai déjà sondé la profondeur, il y a entre 2,10 m et 2,20 m. Je vais commencer à pêcher avec un seul asticot. Sur un hameçon de 20 et avec une canne de 11 mètres. Bien, allons-y. Là, c'est certainement la manière de pêcher la plus simple qui existe. La distance, c'est pratiquement celle de la canne, un peu moins, c'est-à-dire à peu près 10 mètres. Et le flotteur se trouve à seulement 60 ou 80 cm de l'extrémité de la canne. Aussi, même s'il y a un peu de vent, j'ai toujours un contrôle parfait sur le flotteur. Pour commencer, je vais envoyer un peu d'amorce, 2 ou 3 boules d'amorce, où j'ai mis pas mal de castor et de chènevis et aussi un peu de pinky. Ah, je vise juste aujourd'hui. Et de temps en temps, j'enverrai un peu d'asticot. Fait assez chaud aujourd'hui, bien que la nuit ait été fraîche. Je crois que la journée, le poisson va remonter lentement près de la surface. En amorçant de manière régulière, on peut espérer le voir mordre après 2 ou 3 heures de pêche à mi-profondeur. L'important, dans des étangs comme celui-ci, c'est d'amorcer de manière régulière et continue. C'est un endroit assez connu, et on a de la chance aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de monde. Comme ça, en amorçant abondamment, on peut espérer avoir beaucoup de poissons sur le coup. Ah, une touche. C'est facile. Pour déboîter, il faut rentrer la canne derrière soi, sur le support à tambour qui se trouve à 5 ou 6 mètres derrière moi. Ça, c'est un petit gadget très utile. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je l'ai vu en Italie l'année dernière. C'est un repose-canne comme un rouleau à peinture. Lorsqu'on a déboîté, on pose la canne là-dessus et elle ne risque rien. Ça coûte pas cher, c'est très pratique. Ben oui, les asticots ont été mangés. Je vais changer d'èche et je vais piquer les asticots dont je vous ai parlé, les rouges. Vous voyez, le repose-canne est utile.
Il faut maintenir la canne à l'horizontale. Et amorcer, toujours amorcer. Il y a deux manières d'amorcer au lance-pierre. Si on tient la canne de cette façon, comme maintenant la majorité des pêcheurs, c'est très simple. On remplit la poche d'asticot, on tient de l'autre main et on lâche. Je vous montre à nouveau. On remplit la poche, on tire de cette main. Oh là, pas le temps, une touche. Oh, oh, oh là. Voilà, c'est là qu'on voit l'utilité de l'élastique. Ce n'est pas un gros poisson, la canne ploie, mais il y a bien déjà 3 mètres d'élastique de sortie. Le stomfo n'est pas loin de la surface. Et voyez comment fonctionne l'élastique. Moi, je n'ai rien à faire. Je dois juste tenir la canne convenablement et laisser le poisson évoluer à sa guise. Contre l'élastique, il finit par se fatiguer. Et quand je sens qu'il est sur le point d'abandonner, je commence doucement à rentrer la canne, sans secousse, tout en douceur, et voilà. Et là, la difficulté, c'est d'apprécier quelle longueur on doit garder de canne pour mettre le poisson dans l'épuisette. Parce que l'élastique est toujours tendu, d'environ 2,5 mètres. Si je déboîtais la canne au, disons, 4e brin, il me serait impossible de mettre le poisson dans l'épuisette, parce qu'il pourrait se maintenir suffisamment loin. Il faudrait que je me lève et que je tende le bras. C'est pourquoi il faut déboîter 2 brins plus loin. Vous voyez le travail effectué par l'élastique? Le poisson résiste comme il peut. Ça se passe en douceur, tout en douceur. Voilà. Et finalement, il va se fatiguer et venir en surface, sans se débattre. Là, il s'agit de l'élastique bleu. Il est évidemment assez souple. Si j'avais monté le jaune, le poisson serait d'ores et déjà dans l'épuisette. Mais aujourd'hui, on n'est pas à une compétition, j'ai tout mon temps, et le poisson aussi. Si ça s'éternise un peu, si le poisson résiste comme ça 4 ou 5 minutes, profitez-en pour continuer à amorcer, pour que les autres soient satisfaits. Incontestablement, ces petites carpes sont vraiment des lionnes. Mais là, elle va se fatiguer. Voilà, ça y est, elle vient. Elle a fini sa gymnastique pour aujourd'hui. C'est incroyable, ça. Il y a peut-être 6 mètres d'élastique de sortie et il ne fait même pas 1 livre. C'est un paquet de muscles, ce petit poisson, un costaud, hein. Il ne s'est même pas encore montré. Ah, ça y est, il vient. Faut pas se presser. On y est. Il vient en surface. L'élastique fait le travail. C'est ça qui est bien avec un élastique souple. Bien qu'on ne risque pas beaucoup de le perdre. Hein. Regardez-moi ça. Un dernier petit coup de rein et il vient en surface, doux comme un agneau. Un beau petit combattant, regardez ça. Oh, il est superbe. Il a résisté comme un vrai petit soldat. L'intérêt de l'ardillon très fin, c'est qu'on le décroche facilement. Eh ben dis donc mon vieux, hein. Oh, vous voyez ça. Il pèse à peu près 1 livre. Il est aussi gros qu'il est large. C'est vraiment un poisson extraordinaire. C'est une carpe miroir. Sur le corps, elle n'a que quelques écailles, elle est très claire, mais c'est un sacré combattant. Je la mets dans la bourriche. Et voilà, c'est quand même un bon début. Hein. Et on recommence tout de suite. L'asticot rouge a bien marché. Il a tenu ses promesses. Alors, j'en pique un autre.
L'ennui avec la résistance acharnée de ce petit poisson, c'est que j'ai négligé d'amorcer, moi. Je vais réparer ça tout de suite en envoyant des boulettes. Avec un peu d'asticot. Il faut continuer à les intéresser. Je vais commencer à envoyer un peu d'amorce en nuage. Un peu plus tard, peut-être, on pourra essayer de tenter notre chance à la canne courte. Du moins s'il y a du poisson plus petit. Oh! Ils sont vraiment vaillants, hein. Après avoir engamé, ils partent avec une fougue pas croyable. On laisse encore l'élastique faire le travail. En tenant bien la canne. Je veux dire que je suis assez circonspect sur les poissons qu'il y a aujourd'hui. J'ai déjà pris 2 carpes, et je crois qu'il y en a encore pas mal sur le coup. J'espère aussi prendre des petits gardons, mais ils semblent pas d'accord. C'est une pêche de paresseux. On laisse le poisson se fatiguer tout seul, et il fait lui-même tout le travail. Faut juste envoyer de l'amorce, il n'y a rien d'autre à faire. On peut toutefois donner un peu de pression. S'il est bien piqué, il se battra un peu plus. Il abandonnera plus vite. Mais il semble bien décidé à résister. On dirait qu'il est un peu plus gros celui-là. L'élastique indique nettement plus d'1 livre. Ça va pas être facile, hein? Surtout avec un vent comme ça. Cette fois-ci, je crois que j'ai assez attendu. Je vais donner un peu de pression. C'est extraordinaire cet élastique, la longueur à laquelle il se tend. Ce qu'il y a d'ennuyeux, je voudrais bien le ramener pour en prendre d'autres. Après ça, je vais essayer d'autres flotteurs, juste pour voir. Ah, non, c'est de ma faute. J'ai essayé de presser le mouvement. Je ne serais pas étonné d'avoir cassé. Non, il est juste parti. Il était peut-être à peine piqué, je sais pas, mais l'asticot paraît intact. Tant pis. On va essayer l'autre montage. À vrai dire, un flotteur de 0,3 g, je crois que ce n'est pas très bon. C'est difficile à contrôler. Mais pour l'instant, on va changer de montage. On va essayer ce petit flotteur. Étant donné que l'extrémité est plate, il prendra moins de vent et devrait être plus facile à contrôler. D'autant qu'en cas de besoin, on peut toujours placer un petit plomb de l'autre côté. En outre, sur cette canne, j'ai un élastique un peu plus fort. Et la canne est plus résistante, en titane. Si on accroche une belle pièce, on a comme ça des chances de la ramener plus rapidement. Voilà. Ah, ça va mieux parce que le haut du flotteur est aplati et le vent apparemment glisse dessus sans problème. Regardez-moi cet élastique. Je crois qu'il est au moins 3 fois plus résistant que l'autre. Au moins, ça nous donne davantage de contrôle sur le poisson.
Oh, doucement, doucement. Elle se rend compte qu'elle est accrochée. Hein. Oui. Une petite carpe. 250 grammes. Un beau petit poisson. Bien. Je replace lèche au même endroit et de l'amorce. Et on va voir si le poisson commence à remonter. Il est en train de tourner autour de l'hameçon. C'est un peu plus calme maintenant. Le vent commence à tomber et le poisson devrait venir en surface. Dans des étangs comme celui-ci, quand on a un banc de poissons sur l'amorce devant soi, sur le cou, il reste à trouver le meilleur moyen de les prendre. Durant les mois d'été, dans certains étangs, on attrape du poisson à 20 ou 25 cm de profondeur, avec de petits flotteurs très peu plombés ou même pas du tout. Mais en automne, et parfois même en hiver, le poisson descend de plus en plus vers le fond. À cette époque, un petit peu d'amorce ou encore quelques casters concentrent le poisson sur le fond. Mais tout le problème, c'est que si on agrène ou avec une amorce en nuage, on risque de perdre le contact. C'est simple à comprendre. Quand on a pêché pendant 10 minutes ou un quart d'heure et qu'on a pris un ou deux poissons sur le fond, on commence à agréner. Le poisson monte. Et vient un moment où on ne sait plus à quelle profondeur il se trouve. En attendant qu'il se concentre à nouveau sur l'amorce qu'on vient de lancer, ça peut prendre du temps, on ne prend plus rien sur le fond. Il faut donc bien calculer son coût. Et comme je l'ai dit, des étangs comme ça, c'est parfait pour s'entraîner. Pour attraper un peu de poisson, expérimentez plusieurs méthodes différentes. Vous verrez que... Ah, encore une touche. Les carpes sont un peu plus grosses que celles de tout à l'heure. Elles ne combattent pas tout azimut, mais elles sont très déterminées. Celle-là, elle serre le fond de très près. Là, elle part vers la gauche. Pas très grosse, peut-être 2 livres ou peut-être bien 1,5 livre ou 2 livres. Mais elle est certainement plus grosse que celle que j'ai prise avec l'autre canne. Ouais. Allez. La voilà repartie. J'emboîte à nouveau. Vous voyez, on ne voit plus que le flotteur. Oh, eh ben dis donc. Elle fait 1,5 livre, peut-être 2, hein. Là, il faut être prudent. Parfois, elle glisse doucement vers l'épuisette, et si on ne fait pas attention, elles ne font que l'effleurer. Et vous la voyez, un beau poisson, hein. Très beau compte tenu du matériel léger que j'utilise. Eh oui! Oh, superbe! Eh oui, elle fait bien dans ces 2 livres. Hein. Au moins 2 livres. Et celle-là, elle est bien piquée. Un poisson superbe. Encore une carpe miroir. Voyez?
Écaillure très incomplète, les belles écailles à l'arrière du dos et la puissante nageoire caudale. Elle a un long rayon à l'avant de la nageoire dorsale, et si on ne fait pas attention, elle pourrait se prendre la nageoire dans le filet. En fait, ici, la bourriche n'est en général pas autorisée. Je la fais glisser tout doucement. Formidable. Cette fois, on va essayer un bouquet d'asticots. On dirait qu'il y a du poisson près de la rive. Je crois que là, j'ai bien 5 mètres de trop. Faut vraiment que j'essaie de prendre ces poissons à la canne courte. Eh oui, encore une touche. Il y a tout un banc sur le cou. Il prend de l'élastique. Je crois pas qu'il soit aussi gros que l'autre. Mais il m'a quand même fait un départ très sec. Il est en forme, celui-là. Il est sans doute pas aussi gros que l'autre. Non, sans doute pas. Mais il donne tout ce qu'il a. Ces jeunes carpes, quand elles démarrent, il n'y a rien à faire pour les arrêter. Même petites, elles donnent de terribles coups de queue. Et comme ça, elles détalent, elles détalent. Faut faire attention pour ne pas casser. Évidemment, plus on prend de poissons, plus on a confiance dans le matériel qu'on utilise. C'est pour ça qu'un étang comme celui-ci est intéressant. Il permet de tester le matériel. Regardez ça. 6 mètres d'élastique. Et je vous parie qu'elle ne dépasse pas 300 grammes. Oh, allez, viens, 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 par ici. Ça y est, elle arrive, on y est. Attention à la bourriche. Elle n'abandonne jamais, elles sont vraiment incroyables. Je ne connais pas la durée de vie moyenne de cet élastique, mais on peut dire qu'il aurait été malmené aujourd'hui. Vous entendez comme le vent siffle? Et ça y est, elle vient à la surface. Elle n'est pas... Ah, c'est une petite carpe très puissante, hein. Mais elle est pas mal quand même. Oula, dans l'épuisette, voilà. Ah, je comprends pourquoi elle s'est battue comme ça. C'est une carpe hybride, comme il y en a par ici. Je vais poser cette canne et on va l'examiner d'un peu plus près. Voilà. Les carpes de ce type, vous voyez, sont très claires. En fait, il s'agit d'un hybride entre carpe koi et une miroir. Et on l'appelle aussi fantôme parce qu'elle est très blanche et très pâle. Comme beaucoup d'hybrides, elle se bat avec 2 fois plus de détermination que les miroirs ou les carpes communes. C'est la même chose avec les gardons hybrides. J'ai remarqué que quand on accroche un hybride de gardon et de brème, il se bat avec la dernière énergie. Ils additionnent peut-être les instincts agressifs de leurs 2 géniteurs. En France, on les appelle des sans-noms. En Irlande, par exemple, on trouve de ces hybrides de gardon et de brème qui sont peut-être les poissons les plus combatifs qui existent. Le gardon lui-même n'est pas un combattant bien terrible. Et la brème non plus. Mais l'hybride entre les deux, il se démène de tous les côtés exactement de la même manière que cette carpe, la carpe fantôme. Le propriétaire de cet étang m'a dit qu'à l'endroit où il les achète, elles atteignent le poids incroyable de 3,5 livres dans leur première année. Avec une croissance comme ça, il y en a dans ces eaux qui pèsent sans doute leurs 6 ou 7 livres. Hein. Inutile de dire que si j'en accroche une comme ça,
Je n'ai aucune chance de la ramener. Aucune chance. Hein. Vaut-il mieux agréner ou lancer des boules d'amorce? Ouh! C'est une carpe! Une vraie de vraie, hein. Il faut ajouter un élément à la canne. Oh, c'est incroyable. Elle détale encore. Mais pourtant, elle n'a pas sorti beaucoup d'élastique. Et le vent n'arrange pas les choses. C'est sans doute un gros poisson. Peut-être bien une autre carpe fantôme. Heureusement que j'avais ce bas de canne derrière moi, sinon j'aurais sûrement cassé. La voilà qui revient. Oh non de non. Sacré poisson, un vrai guerrier. Et on dirait même une brème, à vrai dire. Allez, montre-nous ta tête. Allez, par ici. Je peux vous dire que ces cannes ne sont pas conçues pour ça. J'ai pas encore vu le flotteur. Oh, je crois qu'elle était partie. Allez, un effort par ici, par ici. Et voilà le flotteur. Et c'est là que ça se corse. Comment mettre dans l'épuisette. Ouh! Allez, 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 allez. Par ici. Allez. Je crois que c'est une carpe qui doit bien faire dans les 3 livres peut-être. Hein. Vous voyez, ça y est, elle monte. Ah, regardez ça, c'est une grosse tanche. Hein. Ah non, 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 elle n'est pas prête. Et oui! Regardez cette belle pièce. Nom d'un chien. 4 livres ou même plus. Ça, c'est une pièce. Un poisson sublime, hein. Regardez-moi ça. Elle est absolument superbe. Fantastique. Quelle chance, quelle surprise de pouvoir terminer cette démonstration de pêche des gros poissons à la grande canne sur une aussi jolie prise. Vous me portez chance. Hein. Merci et à bientôt.